feinte contre Ward. Dupuis qui s'amène. Dupuis. Feinte, tire. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe par le plaisir. Ainsi seul encore une fois. Il va de la même feinte et cette fois il réussit à marquer. Olivier! C'est tiré! Échappé! Dans le gardien, élevé! Tire! Quel arrêt! d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Benjamin Lagarde du Cool FM de Saint-Georges. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va bien, ça va bien. On a eu seulement 3 matchs lors du dernier week-end. On a eu des matchs à pointage élevé, on pourrait dire pour une équipe. Ouais. On a eu des bons matchs tout de même. Ouais, ça a été quand même un bon week-end. C'est plate quand il y a juste 3 matchs. Là. Ça nous a même pas assez à nous mettre sur là-dedans. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est la dernière fois que la saison que ça arrive. Donc, il y en a 4 en fin de semaine prochaine. Puis après ça, là, on est parti là, jusqu'au playoff là, sur des 5-6 comme full. Fait que la prochaine fois qu'il va y avoir des week-ends là, seulement de 3-4 matchs, là, ça va être quand on va être rendu dans la série de rattrapage puis les demi-finales. Donc, on va en avoir pas mal là, d'ici la fin de la saison. La grosse partie là, s'en vient, donc ça va être le fun. Puis sinon, ouais, c'était quand même des bons matchs. Des matchs, il y en a quelques-uns qui ont été à sens unique. Sinon, on a eu un classique, Sorel-Saint-Georges, peu de buts, financer le barrage. Ça, c'est quand même fou. Ça fait 5 fois sur 6 cette saison que ça finit en tir de barrage entre ces deux équipes-là. Ça quand même. Une fois de plus pour les éperviers. Ouais, ben ça fait du bien pour les éperviers parce que avant vendredi, Saint-Georges en avait remporté 3 sur 4. Donc, peut-être notre invité pourra nous en parler de pourquoi ça finit toujours en tir de barrage entre ces deux équipes-là. Mais ouais, donc. On pourrait dire quelques salutations dans le chat. Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir à vous deux, les boys, bonne soirée. Stéphane Bailey qui dit salut messieurs. Yann Gaudreau qui dit bonsoir mes chers messieurs et bonsoir Benjamin. Donc Yann Gaudreau qui était un fan de la première heure des bâtisseurs, entre autres. Céline et Gilbert Gauthier qui nous dit Céline regarde. Lucas Ortega qui dit yo. Donc, on pourrait peut-être commencer, là, Dave, avec quelques petites nouvelles pendant que je partage. Oui, donc, dans le fond, fidèle à notre habitude, on commençait avec les 3 étoiles de la semaine. Là. Ça sort toujours là, un petit peu avant le podcast. Donc, la 3e étoile de la semaine, Marc-Antoine Gélina, belle performance, 25 arrêts sur 26 tirs, seulement donné un but, a été parfait face à 2 lanceurs. Deux tireurs en tir de barrage. J'ai comme traduit littéralement shooter. Mais ouais, donc 2 tireurs en tir de barrage, donc 962 pourcentage d'arrêt dans la victoire des éperviers. Tristan Pomerleau, dans le fond, le Looper ivoire qui s'est levé pour le match en rose. Là, le match, on va en parler du match en rose là, plus en détail, mais qui est une belle performance de 2 buts. Et à Laval, donc c'est tout le premier trio là, qui aurait pu recevoir la première étoile de la semaine, Marc Bain à Laval. Là. Le trio qui s'est combiné les 3 joueurs ensemble pour 12 points, donc c'est 4 points par joueur, ça, pour ceux qui font les maths rapides. Là. Donc c'est quand même assez impressionnant, mais celui qui a eu la meilleure fiche là-dedans, là, Brendan Hamelin, Jonathan Joannette, là, c'était un but, 3 passes chacun. Joël Caron, là, qui lui a récolté 2 buts, 2 passes, s'est vu décerner la première étoile. Donc, dans la victoire de Laval. Sinon, si on reste à Laval, ben, il y a un des... c'est sûr que on ne pourra pas battre le 1000 points à Kevin Cloutier qui a été atteint cette saison, là, mais en termes de plateau, c'est un des plus gros plateaux là, de loin qui vont être atteints cette saison. Donc, Mathieu Medley qui a récolté son 450e point. Donc, c'est seulement le 2e défenseur de l'histoire de la Ligue nord-américaine à réussir à atteindre ce plateau-là. Pour ceux qui se demandent, là, le seul autre qui a réussi, c'est Mathieu Dumas, là, anciennement là, de Saint-François de Sherbrooke et des éperviers de Sorel-Tracy.
Donc, lui est au premier rang de l'histoire de la Ligue avec 467 points. Donc, il n'y a jamais un défenseur qui s'est réussi à se rendre au fameux plateau là, des 500 points. Matthew Medley, c'est sûr que Matthew Medley, il en reste moins qu'il en restait. Lui qui est rendu âgé de 40 ans, mais quand même connaît une très, très bonne saison à Laval, là. Rendu à 11 points depuis le début de la saison. C'est sûr que ça dépend s'il décide de continuer de jouer l'année prochaine, mais si jamais il déciderait là, de jouer une autre saison, ça serait à surveiller, pourrait avoir des chances de devenir le meilleur pointeur au niveau des défenseurs de l'histoire de la Ligue. Donc, ça sera à surveiller peut-être plus l'année prochaine parce qu'il reste environ seulement une dizaine de games à la saison cette année, mais ça sera à surveiller ça. Donc, beau plateau là, pour Matthew Medley. Yes. Donc, sinon, si on va rapidement, il y a une suspension d'annoncer aujourd'hui. Donc, Raphaël Maheu qui a été suspendu 3 matchs pour mise en échec à la tête à l'endroit d'Olivier Mathieu lors du match de vendredi. Donc, le match en rose. Donc, tous les détails là, sur le communiqué, là, sur le site de la Ligue et dans la publication. Oui, donc, pour revenir là, au jeu le 17 février. 17, donc, ouais, donc au moins, c'est pas si pire. Les Marquis jouent 2 matchs à chaque fin de semaine. Là, donc, va manquer comme un week-end. Il ne sera pas trop, heureusement pour lui, il ne sera pas trop... n'aura pas trop le temps de refroidir puis de rouiller, sans toucher à la glace pendant un match là, pour revenir pas ce week-end, le week-end prochain, là, lors du deuxième match des Marquis. Ensuite de ça, restons avec les Marquis. Là, les enchères se poursuivent là, pour ceux qui suivent ça sur la page des Marquis au niveau là, des chandails, donc des anciens chandails là, verts et blancs. Donc, il y en a plusieurs qui ont passé pour les intéresser. Celui qui s'est vendu le plus cher jusqu'à présent, celui de Donald Brashear, qui s'est vendu le 460 $ quand même. Les Marquis ont annoncé, on n'a pas plus de détails, là, mais qu'il y a une bonne partie dans le fond, de tous ces profits-là qui sont amassés, qui vont être remis à des organismes. Il y a un chandail par jour, dans le fond, sauf les jours de match, pour ceux qui seraient intéressés là, à avoir un petit souvenir des Marquis. Aujourd'hui, jusqu'à midi demain, c'est tout le temps jusqu'à midi le lendemain. Aujourd'hui, c'est Marc-André Terrien. Oui, donc un joueur local là, pour les Marquis. Donc, Marc-André Terrien. Parlant là, d'argent qui sont mis, c'est une bonne semaine pour ce type de nouvelles-là. Il y a à Saint-Georges aussi, donc le bâton de Kevin Cloutier là, qui a été vendu pour 1600 $. Donc, ça, le bâton qu'il a utilisé lorsqu'il a récolté son 1000e point dans la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, cet argent-là va être remis à l'organisme AIS Beauce-Sartiguan, là, qui est un organisme qui vient en aide aux gens atteints de déficience intellectuelle. Donc, il va y avoir une cérémonie avant le match de vendredi là, pour remettre là, ça à l'organisme à Saint-Georges. Donc, ça va être une belle, dans le fond, probablement une belle cérémonie. Là, eux qui vont recevoir les 3L de Rivière-du-Loup. Et puis, finalement, encore une fois, une bonne nouvelle, un peu la plus grosse nouvelle, le match en rose à Rivière-du-Loup qui a été vraiment un succès, probablement une des, je sais pas si... Tant sur la glace que sur ce qui a été ramassé, là, que les partisans qui se sont présentés, c'est probablement là, une des plus belles, sinon la plus belle édition qu'on a eue. On a amassé là, 30 000 $, comme on peut voir là, à l'écran, pour la Fondation du cancer du sein. Donc, il y a eu plus de 2000 personnes. C'est la plus grosse foule de l'année à Rivière-du-Loup. Donc, vraiment, là, chapeau là, à toute l'organisation qui était derrière cette soirée-là. On a vu, là, ça a été bien promu pendant la semaine. Là. Il y avait tous les joueurs qui avaient les photos là, qui disaient pour quelle personne ils allaient jouer. Puisqu'on est tous... de nos jours, là, que ça soit de près ou de loin, là, on est un peu tous atteints là, par le cancer. Là. Je pense pas qu'il y a personne là, qui connaît personne qui est atteint du cancer. Donc, plus spécifiquement du cancer du sein également. On a vu les chandails aussi sur la photo. Là, c'est tout le temps. Ça aussi, c'est le fun. C'est un nouveau design de chandail à chaque année. Donc, voilà. Alors, dans le fond... super soirée là, pour les 3L. Puis quoi de mieux qu'une dégelée, si on veut, là, une victoire de 7-1. Donc, tout le monde est reparti heureux là, à Rivière-du-Loup vendredi dernier, ça c'est certain. Et il y avait cette semaine là, à Big Brother Célébrité. Donc, petite photo ici. Erika Suarez, une participante là, qui avait
un chandail des pétroliers, donc, à la télévision. Une photo, là, tirée de... J'ai vu qu'il a passé sur la page des fans des pétroliers, Martin Landry, donc... ça n'a pas passé inaperçu non plus chez les fans. Là. Pas n'importe lequel. En plus, le chandail des séries. Je sais pas où qu'elle a trouvé ça. C'est exclusif. Ben, je sais que il y a Danick Martineau là, qui est un fan, je crois, des pétroliers qui participe aussi à l'émission. Donc, je ne sais pas si c'est son chandail à lui ou à elle, là, mais je sais qu'il est déjà venu là, à l'Arena l'année dernière, les autres années d'avant. OK. Ça reste un mystère, je n'ai pas plus de détails là-dessus, Dave. C'est bon, ça peut faire jaser. Sûrement, je veux dire, le monde, ils reconnaissent que c'est un chandail de hockey. Il y a sûrement plusieurs personnes qui se sont demandé c'était quoi cette équipe. Ils sont peut-être allés taper sur Google, pétrolier, c'est quoi ça? Puis peut-être on va avoir des nouveaux fans à la prochaine game. Ouais. Yes, donc ça fait le tour pas mal pour les nouvelles, Dave? Ouais, on peut enchaîner. Yes, donc notre petite vidéo ici. Notre invité, Benjamin Lagarde du Cool FM de Saint-Georges. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien, ça va. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous autres de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Je ne veux pas te mettre sur le spot, là, mais si on est parti en retard un petit peu le show, là, c'est à cause de tes problèmes. Oui, j'avoue, c'est de ma faute. Moi puis les ordi, là, ça fait 2. Donc, j'espère que ça t'a pas trop stressé. Je pense que ça va bien se passer ce soir. Ben oui. Ben oui. Yes. Donc, tu pourrais peut-être commencer là, par nous parler de ta saison. Nouvelle équipe cette année avec le Cool FM, nouvelle gang. Puis ça va bien pour toi aussi là, par les temps qui courent. Oui. J'avais eu des bons commentaires de cette organisation-là. De chum qui avait déjà joué pour eux autres. Puis je savais que c'était une bonne organisation. Fait que j'étais arrivé là-bas avec pas trop d'attente. Puis j'ai été agréablement surpris. Là, c'était que du positif. Là, une belle gang. Tu vois que ils sont tissés serrés. Tu vois que c'est pas pour rien qu'ils ont gagné l'année passée. Là, ils ont vraiment c'était une belle chambre. Là, c'est vraiment une belle gang. Sinon, au niveau des fans, t'es-tu tranquillement, petit à petit, en train de devenir Beauceron là aussi? Ouais, je serais pas prêt à te dire ça, mais non, c'est une belle place, là, une belle ville aussi. Tu vois que le monde aime ça, le hockey, puis ils sont derrière nous autres, puis c'est le fun de jouer devant des partisans. Sans être méchant contre Saint-Roch, c'est pas là l'année passée qu'on avait la plus grosse foule, fait que ça fait différent de jouer devant 1900 personnes par soir, fait que c'est le fun, puis c'est toujours plus facile de jouer devant du monde qui te pousse derrière, puis qui sont derrière toi, là, ça te motive un peu plus. On va en reparler un petit peu plus tard, peut-être, quand on va parler de ta carrière, ton arrivée dans la LNH, les bâtisseurs, tout ça. Quand même, je pense que tu étais parti de la France quand même après 8 ans pour revenir au Québec, donc on va pouvoir parler un petit peu de ça. Mais ça va bien aussi, côté fiche personnelle, 18 buts là, cette année en 24 parties. Ça va bien ce côté-là également? Oui, vraiment. J'ai pas vraiment de réponse à pourquoi ça va aussi bien, mais je suis bien content. Non, comme je dis, ça a parti depuis le début. Là, je suis arrivé là-bas, on m'a vraiment bien intégré. J'ai eu une bonne discussion avec le coach aussi. Le coach me faisait confiance dès le début. J'avais déjà un bon rôle dès le début. Fait que, tout ça enchaîné ensemble, ça fait ces résultats-là. Puis je suis vraiment content que ça soit autant bon. Ça a bien été au final, mais au début, t'avais-tu un petit stress? Tu quand même, t'intégrais l'alignement de l'équipe qui était championne. Est-ce que tu sentais peut-être une petite pression par rapport à ça? Ou c'était comment tu fais? Pas une pression, mais j'avais plus un point d'interrogation. Comme tu as dit, arriver dans une organisation qui ont gagné, puis il y avait pratiquement tous les joueurs qui revenaient aussi. Fait que je me posais la question, il va-tu avoir un spot pour moi, tu sais?
Fait que finalement, ça a bien. Je pense que pour eux aussi, j'ai été une belle surprise avec Paris qui pouvait pas être là tous les matchs. C'était comme un ajout de plus. Puis j'ai comme pris un peu son rôle, loin d'avoir pris ses bottines, là, mais c'est pas ça que j'ai dit, mais tu sais, un peu un rôle de centre là, de deuxième trio que Saint-Georges voulait. Là. Fait que ça a tout mis en place, puis ça a juste bien tombé. Tu sais, rien n'arrive pour rien, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est quel joueur que t'es. Parce que tu as joué contre le Cool l'année dernière, là, quand tu faisais partie des bâtisseurs. C'est quel joueur chez le Cool là, que quand tu es arrivé, tu t'es plus dit un peu comme je suis content de l'avoir de mon bord, celle-là. Je suis content de ne pas avoir joué contre. Ben, disons que de l'avoir de mon bord, Will Breton, mon premier chiffre contre lui, je vais m'en rappeler. Il m'avait il m'avait frappé en avant du net pour aucune raison, mais encore aujourd'hui, on en rit, puis on trouve ça drôle. Mais le type de joueur qui est, j'aime mieux l'avoir de mon bord, c'est sûr. Puis après ça, à Saint-Jean, il y a tellement de joueurs de talent. Tifu, j'aime mieux l'avoir de mon bord. Lacroix, Verret. On a une belle profondeur. On a des bons joueurs. Là, fait que c'est vraiment le fun de faire partie de cette organisation-là. Yes, on va parler un petit peu de ta carrière quand même. Tu as joué Junior 3, tu as connu des saisons fructueuses. Tu as touché un petit peu aussi à la LHJMQ. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours junior? Oui, ça, j'ai joué, je dirais, le plus majoritairement dans le Junior 3. J'ai eu ma chance un peu quelques parties dans le Junior majeur, mais ça n'a pas trop fonctionné ce côté-là. Fait que ça a été plus Junior 3 où j'ai eu 4 belles années. Là, j'ai fait partie de belles organisations là, qu'on allait pour la coupe. Là. On a fini, je pense, à Joliette, on a fini comme 4e, puis on a perdu en finale. Puis ma dernière année à Princeville, on était supposé, en tout cas, on avait l'équipe pour gagner, pour aller jusqu'au bout, puis ça n'a pas fonctionné. Mais non, j'ai eu des belles années Junior 3. Là. Ça reste que c'est une belle ligue, puis j'ai eu bien du fun. Puis Junior majeur, ça n'a juste pas fonctionné. J'ai eu une blessure aussi à mon année 18 qui m'a mis dehors du hockey pour 6-7 mois. Fait que ça je dis pas que j'aurais joué comme régulier, mais du moins, ça n'a pas aidé. Ça, t'as joué avec les Cataractes, puis l'Armada, c'est-tu avec les Cataractes là, qu'il y a eu une blessure? Non, c'était juste avant Noël, je te dirais au mois de... C'était début novembre, puis j'ai bloqué un lancer, puis je me suis fracturé à rotule. Fait que j'ai passé 6 à 8 mois out de la glace. Puis non, les Cataractes, ça a été pas facile. Il y avait la Coupe Memorial dans le temps. Okay. Fait qu'il y avait vraiment une équipe pour veiller tard, comme on dit. Ouais. C'est quoi, quand tu te casses la rotule, c'est quoi qui arrive? Tu peux-tu plier ta jambe? Non, tu ne plies pas ta jambe pendant 6 mois, tu ne plies pas ta jambe. Puis j'ai eu, dans le fond, 2 tiges, puis un fil de fer là, pour ramener mes deux morceaux de rotule. Ouais, j'ai été chanceux un peu. Une chance qu'elle n'a pas pété en plusieurs morceaux parce que sinon, c'était la reconstruction du genou complet. OK, ouais. Maintenant, tu as un protège supplémentaire. Non, c'est l'os, fait que ça a guéri puis c'est revenu à 100%. C'est juste les muscles alentours que j'ai été obligé de travailler fort pour que ça revienne. Parce que quand tu passes 2 semaines, juste 2 semaines dans un attel, ta jambe elle devient grosse de même. Là. Ouais. Fait que c'est de revenir, ça prend du temps à revenir. Là. C'est facile de perdre du poids, perdre du muscle, mais c'est pas facile d'en gagner. On a ici Étienne Marcoux qui écrit Anguille Lagarde, let's go, ça a-tu rapport avec ça? Non, ça n'a pas rapport avec ça pantoute. C'est un. Je sais pas quoi répondre à ça. C'est plus. Y a-t-il une histoire en dessous de ça? Il y a pas une histoire, mais il y a sûrement des jeunes qui nous écoutent, fait que j'aime mieux pas avoir. Bon, ok, bon, ça, je pense que tu as l'argument pour te dire que j'irai pas plus loin. Ouais. Lui, je me rappelle dans quand vous l'avez eu dans votre podcast, il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport à. Il a dit Pau Marcoux, quelque chose de même, mais c'est dans le même genre, mais moi, c'est Anguille, lui, c'est Pau.
genre, ça va rester comme ça. Bon, ça va peut-être être un jour dans le livre LNAH, ça Ouais. Donc, après ton parcours junior, tu as quitté pour la France, quand même pour 8 ans, 4 années là, en Division 1, 4 années par la suite en Magnus. Ouais. C'est bien passé en France. Pourquoi la France? Pourquoi la France? Parce que quand tu sors du junior, ben de un, il y avait plein de gars que je connaissais qui avaient été joués là. Puis quand t'as pas un gros background hockey, tu sais, quand t'as pas fait la East Coast, la Ligue américaine, c'est dur. Pour être honnête, là, c'est dur d'aller jouer dans des gros championnats, des grosses ligues comme ça. Fait que la France, c'était plus facile pour moi. Puis c'est pour ça que j'ai commencé aussi en Division 1, puis non en Magnus, parce que je savais qu'il allait y avoir de l'adaptation, puis que même pour moi, là, ça, m'adapter, puis ça allait pas être si facile que ça. Là, partir surtout loin de ta famille, puis il y avait le côté hockey, mais le côté aussi hors glace. Je dirais que vu que le monde, vu qu'il y avait des joueurs que je connaissais qui avaient fait et qui avaient adoré ça, c'était pour moi la destination parfaite. T'as quand même. C'est beau moment. Je sais pas si le monde voit les photos. Oui, Donc, en France, là, tu as quand même connu des très bonnes saisons. Là. Je pense que c'est probablement une des raisons c'est pourquoi tu as pu jouer longtemps et tu as monté en Magnus. C'est quoi, selon toi, la plus grosse différence entre le hockey français et le hockey nord-américain quand tu es arrivé là? Je dirais que c'est plus axé sur la vitesse en Europe, en général, en France. C'est vraiment, tu sais, le nord-américain, ça frappe plus, là, tu sais. Les gars sont plus, je dirais que c'est plus tough. C'est vraiment ça. Tu sais, tu vas dans un coin, tu le sens plus. Tu coupes dans le centre, tu sais qu'il faut que tu fasses attention. Tandis qu'en France, c'était vraiment. Ça frappait le long des bandes, mais c'était vraiment moins tough. Je dirais que c'est ça la plus grosse différence. Mais il y en a qui disent quand même que de l'accrochage ou des coups de bâton un petit peu plus en Europe, c'est vrai ça? Ou... Oui, parce que c'est moins. On dirait que c'est plus ça passe plus inaperçu, on va dire. Puis l'arbitrage est plus sévère aussi. Il laisse passer bien moins d'affaires en France. Des fois, tu te dis, c'est ridicule là, ça, là, mais puis encore aujourd'hui, c'est une des choses que tout le monde en France reproche, là, l'arbitrage. Là. Mais je te dirais que ici, les arbitres laissent un petit peu plus jouer. Ça donne c'est plus le fun pour nous aussi, les joueurs. Là, Mané, quand ça s'est fait les 2-3 secondes, c'est plate aussi. Ben beau qu'on aime ça jouer en power play, mais à un moment donné, laisse jouer le jeu. Non. Dans les commentaires, là, il y a Samuel là, qui dit le blockbuster trade de Benjamin à Princeville. Dans le fond, tu peux nous en parler un peu parce que justement, tu es passé là, de Montréal-Est à Princeville, là, juste pour revenir vite. Là. Puis je pense que c'était d'après moi, de ce que je vois, là, tu connaissais toute une saison, tu avais 2 points par match là, cette année-là. J'imagine que c'était un échange pour que Princeville puisse y aller en ligne, j'imagine. Oui, c'est ça, c'était exactement ça. J'avais demandé à mon année 20 ans de me faire échanger pour avoir la chance de gagner la Coupe. Montréal, ça allait bien, mais on était dans le bas du tableau. Puis finalement, ils m'ont échangé à Princeville. Puis on avait vraiment une bonne équipe là, pour se rendre loin, mais finalement, on s'est fait éliminer en 2e ronde, je pense, par Sherbrooke. Il y avait aussi une très bonne équipe. Puis ça faisait plusieurs années, je pense, que Sherbrooke était soit des finalistes ou il y avait une bonne équipe. C'est une des équipes qu'on ne voulait pas pogner en play-off. Finalement, c'est les autres qu'on a pogné. Puis tu vois, nos craintes c'était vrai parce qu'on ne les a pas posées. Mais ça a été un peu une déception, ça. Parce que oui, on avait vraiment une bonne équipe pour. Puis je pense que aussi l'organisation avait mis tous les efforts. Là. Il n'avait pas été chercher juste moi, il avait été chercher d'autres joueurs aussi là, pour pouvoir avoir la chance de gagner. Là, puis ça n'avait pas fonctionné. Mais on sait qu'au hockey, ça prend plus que ça.
Est-ce que tu as eu la chance de te reprendre en France? En France, ça a été... je suis pas fier de dire ça, là, mais ça a été en D1, ça a été 4 ans en D1, 4 finales. 4 finales de perdu. Ah ouais, wow. J'ai vu, ma première année, c'est Bordeaux qui ont parce qu'en France, ça monte, puis fait que Bordeaux ont monté. J'ai eu Bordeaux, Anglette, Mulhouse, puis Nice monté. Finalement, je me suis dit, si je suis pas capable de monter avec mon équipe, je vais essayer de m'en trouver une. Finalement, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Mais même là, ça a été compliqué. Je pensais que ça allait être plus facile partir d'une D1 puis monter en Magnus, mais j'ai été obligé de me faire aider par un gars qui avait joué avec moi dans le passé. Parce que même quand j'envoyais des CV, là, c'était pas. Même si j'avais fait une bonne saison, c'était pas OK, on te prend. Là, ça a été pas mal plus compliqué que ça. Là. Est-ce que la différence de calibre est vraiment grosse entre les deux divisions? Ou... La profondeur, surtout. Tu sais, les Français, il y en a qui sont bons. Il y a des bons Français, là, mais toutes les. Je dirais pas toutes, là, mais la majorité des bons sont en Magnus. Là. C'est ça qui fait la différence. C'est les deux premiers trios de la D1. C'est souvent, ça se ressemble dans chaque équipe. Mais en Magnus, c'est vraiment les 4, c'est les 4 lignes qui peuvent jouer. La 4 peut jouer contre la 1. Puis, c'est vraiment, je te dirais, la profondeur des équipes qui font en sorte que, oui, le calibre est pas mal plus élevé. Mais il y a encore des surprises dans la Coupe de France. Tu vois des équipes encore cette année. Là, une équipe de D1 s'est rendue en finale contre Grenoble. Oui, il y a une différence, mais des fois, elle n'est pas très grosse. Il y a combien de joueurs étrangers par équipe? Ben moi, quand je suis arrivé, il y a 8 ans, il y en avait 3, tu avais le droit à 3. Puis là, c'est rendu le droit à ce que c'est environ 10 et 11, parce qu'il faut que tu aies absolument 11 Français dans ton line-up quand tu commences la game. OK. Fait qu'environ 9 étrangers, 9-10 étrangers. Fait que tu sais c'est qui a fait la finale, tu suis ça quand même encore un peu, là, hockey. J'aime ça suivre le hockey en général, savoir tel gars contre qui j'ai joué, il est rendu où. Puis surtout des équipes, tu sais, Gap, là, je leur en veux pas pendant du tout, là, puis je leur souhaite que du meilleur, mais fait que j'aime ça regarder aussi ce qu'ils font, puis les autres équipes avec qui j'ai joué aussi, là, tu sais, Chamonix, Anglette, j'aime ça savoir ils sont rendus où, là, puis ça va bien. C'est quel endroit que tu as aimé le plus? Ça? Chamonix. Ouais. Si on regarde, tu as été là 3 ans également. J'ai été là 3 ans. C'est une petite ville, mais c'est vraiment magnifique. Là. C'est vraiment magnifique. Mais tu as vite fait le tour, mais il y a tout le temps de quoi qui se passe. Quand Noël arrive, là, puis que les touristes arrivent, puis là, le monde sont ses pistes de ski, puis tous les restos, tous les bars sont ouverts, la ville, elle bouge. Fait que oui, tu as vite fait le tour, mais tu as tout le temps de quoi qui se passe dans la ville. Fait que c'est vraiment beau. Là, puis, j'ai eu la chance de skier un peu parce qu'on n'était pas. On avait le droit. Là. Fait que, c'est différent que Saint-Sauveur ici. Ouais, j'imagine. Parlant de la France, là, si tu peux nous faire voyager un peu, parce que tu as quand même joué longtemps là-bas, puis non seulement tu as joué longtemps là-bas, tu as quand même fait des endroits différents de la France. Tu as commencé là, à Anglais, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça, là, c'est sur la côte de l'Atlantique, mais proche de l'Espagne. À quoi ça ressemble comme ville, ça, Anglais? Puis c'est quoi qu'il y a à faire là-bas? Anglais, c'est plus... t'es dans le sud, là, fait que c'est vraiment... c'est des palmiers, c'est sur le bord de l'eau. Fait que le monde se promène en gogoune quasiment l'année. Nous autres, moi, j'avais été chanceux en plus parce qu'il y a vraiment pas de neige, puis il avait fait beau toute l'année. Je me rappelle... le 23 décembre, j'étais encore en shirt. Puis, Dave, il veut que tu joues un géo là, pour son prochain itinéraire de voyage. Ouais, c'est ça. Raconte-nous ça un peu. C'est une plage de surf? C'est ça là-bas. Là. C'est le rugby puis le surf. Ah ouais? Ouais, il y a des méchantes vagues, puis c'est riche, par exemple, Biarritz, là, tu vois, là, quand tu arrives là-bas, là, c'est dur à expliquer, mais tu vois que le monde ne sont pas hautains où ils se prennent pas pour d'autres, là, mais tu vois qu'il y a de l'argent. Tu regardes les chars dans les rues, là, c'est
des chars de luxe. Puis ensuite de ça, tu es allé à Brest. Ça, c'est sur la côte atlantique, mais au nord. Ça, c'est-tu plus comme style ville de pêcheurs? Oui, exactement. Ouais. La différence à Brest, quand tu arrives là, tu fais pas « wow ». Ça a été une ville détruite par la guerre, ça. Il y a beaucoup d'histoires, par exemple. Il y a des forteresses. Ça a débarqué là. Tu vois vraiment qu'il y a de l'histoire. Mais les alentours de Brest, le Mont-Saint-Michel, c'est magnifique. Le débarquement de Normandie, qui n'est pas très loin aussi, c'est vraiment beau. Mais Brest, c'est vraiment plus nature. Il n'y a rien. C'est de l'eau, puis des montagnes, puis c'est vert. Quand tu vas un petit peu plus loin pas Brest même, là, mais dans les alentours, là, si tu veux vraiment retourner dans la nature, tu vas à Brest. Biarritz puis Anglette, c'est plus touristique, c'est plus sud. Ouais. Puis ensuite de ça, quand dans le fond, tu nous as parlé de Chamonix, mais Gap également, c'est-tu toi aussi, là, je pense que c'est pas trop loin des Alpes. C'est-tu un peu le même style de ville que Chamonix ou c'est différent? Gap, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il fallait un auto. Comparativement à Chamonix, tu faisais tout à pied, t'avais de quoi faire dans la ville. Mais Gap, le même, il n'y a pas grand-chose à faire à Gap. Mais par exemple, à 1h30, tu as plein de... T'as Marseille qui n'est pas très loin, tu as les Calanques qui sont beaux, qui c'est beau. Tu as plein de choses que j'ai même pas eu la chance de faire parce que moi, j'avais pas de véhicule. J'ai fait avec des chums, j'ai réussi, on s'est loué un char pour pouvoir se promener, mais il y a tellement d'affaires à faire que je ne peux pas tout faire en un an. Là, il y a des affaires aussi que tu peux faire juste l'été. Puis, fait que tout ça, il me manquait de temps un peu. Mais le lac des Serpensons, je pense que c'est un des plus gros lacs artificiels d'Europe, quelque chose comme ça. Là. Okay. C'est magnifique. Fait que, beaucoup de choses à faire autour de Gap. Mais Gap, en tant que tel, tu as vite fait le tour. Mais ils disent que, juste avant de finir, ils disent que c'est une des villes les plus ensoleillées de France, par exemple. Puis ça, c'est vrai. Je pense que je dois pogner. Je peux compter sur les deux doigts sur tous mes doigts, là, mettons, le nombre de fois qu'il a mouillé à Gap là, pendant une année. Là. Il a quasiment jamais mouillé. Il faisait tout le temps soleil. La température est vraiment belle. Je me demandais, en Magnus, là, je pense qu'il y a plus de parties qu'en Division 1. Donc, est-ce que c'est pour ça que tu avais moins le temps de pouvoir visiter et que c'était plus l'été? Ou... Oui, c'est ça. On faisait tout le matin. Puis on avait des pratiques à tous les jours. C'était 2, même des fois 3 games la semaine. Fait que, ouais, tu n'avais pas vraiment le temps de voyager. Tu as des trêves internationales, là, mais encore là, tu sais, moi, partir tout seul, je suis pas trop un gars solitaire. Là, fait que, il y en a qui adorent ça, voyager tout seul, mais moi, j'aime moins ça. J'aime ça être en gang. J'aime ça être un gars sociable. Hein, puis moi, j'étais célibataire dans ce temps-là. Ma première année à Gap, j'étais célibataire dans ce temps-là. Puis tout le monde était en couple. Fait que tout le monde il y avait leur petite famille, tout le monde faisait leur affaire de leur bord. Fait que je me suis retrouvé un peu tout seul. Fait que j'ai trouvé ça dur, ce côté-là. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai pas trop voyagé non plus. Je faisais mes petites affaires chez nous, mais j'ai pas assez de voyager plus que ça. Est-ce que vous êtes impliqué également, là, parce que j'ai entendu que les joueurs peuvent travailler pour les structures, parce que c'est un peu différent là, comment c'est fait, là, je pense en France, puis ici, là, mais tu sais, on prend Gap, il va y avoir l'équipe Magnus, là, mais il va y avoir les M18, les M16. Est-ce que tu travailles aussi avec les jeunes dans les équipes non, je sais qu'à Gap, il y avait juste... En plus, ça, c'est une organisation de développement. Là, ils essaient de développer beaucoup les jeunes, mais tu avais notre équipe et tu avais les U20. Oui, tu avais plus jeunes, mais non, j'avais pas envie de faire ça. J'en ai tellement fait depuis que je suis jeune que ça ne m'intéressait pas de faire ça. J'ai travaillé beaucoup avec les académies Joël Bouchard, à Guémont, dans des camps de jour. J'ai fait ce côté-là de coaching, en tout cas à ce moment-là, m'intéressait moins. C'était une de mes questions pour avenir plus tard, parce que j'ai vu dans ton Elite Prospect que tu as travaillé aussi avec Ulysse, là, un
prep school à Saint-Roch l'année dernière. Donc, Ouais. je me demandais si le coaching, c'était quelque chose qui t'intéressait. Peut-être dans le futur. Peut-être. Je l'ai fait l'année passée. J'ai aimé ça. Mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas quelque chose que je suis en amour avec. Peut-être encore à cause que j'étais encore le joueur de hockey, je me vois pas comme un coach encore. Peut-être ce côté-là. Donc, pour répondre à ta question, peut-être un jour, mais pas en ce moment. Je me vois pas coacher pour l'instant. Une question dans le chat de Jérémy Gauthier qui demande si tu as été voir des matchs de soccer. Ouais, j'ai été voir en Champions League, j'étais allé voir l'AS Roma contre Manchester City. En Italie, ça? En Italie, ouais, j'étais à Rome dans ce temps-là, puis j'avais réussi à avoir des billets. Puis j'avais été voir un match de la Juventus aussi en Italie parce que Chamonix, on était proche de. Fait que j'avais été voir Cristiano Ronaldo, qui était. Ça devait être quelque chose. Ça, Juventus, pas mal. Il y a AC Milan aussi, mais c'est pas mal. Les gros clubs en Italie, c'était-tu comme. Je sais pas, t'as-tu des souvenirs? La foule, t'es-tu folle? Est-ce que c'est les ça souvenirs, chantait tout le long? Ça devait être quelque chose. Au moins, pour le croire, il faut au moins y aller une fois. Là. Les gros drapeaux, le monde avec leurs fanfares qui vont chanter du début jusqu'à la fin. T'attends rien d'autre que les bruits. C'est jamais silencieux dans ce stade-là. Pour le croire, faut que tu le fasses au moins une fois. Là. Mais oui, c'est assez fou, la foule. J'ai même été, les matchs de rugby, c'est la même chose. Le monde sont contents, ils chantent. Tu vois que c'est vraiment des vrais fervents là, de leur sport. Là. Ouais. J'ai été voir le handball. Même le handball, là, ça joue là, en France. Là, c'est le fun d'avoir joué là, des games de handball. Là. C'est ça qui est le fun. J'ai pu découvrir plusieurs autres sports que t'as pas tendance à aller voir ici. En tout cas, pas pour ma part. Là. Ouais. C'est quelque chose qui manque, ça, tu penses? Si moi, j'ai déjà été voir justement un match de soccer dans un autre pays, parce que c'est vraiment comme. Il y a juste ça là-bas, là, c'est la folie. Ouais. Quand tu reviens, pas que les ambiances sont le fun dans les arénas, mais des fois, tu te dis comme Colin, ça serait hot que genre, tout le monde passe la game à chanter. Puis, ouais, donc ça serait le fun. Tu te demandes, c'est même tu te demandes pourquoi c'est pas comme ça. Ici, là-bas, le hockey, c'est peut-être le 6 ou 7e sport. Là, ouais. Quand tu vas voir le hockey, même en France, il y a certaines arénas où que la fanfare, puis les drapeaux, puis tout, là, ils adorent ça, là, tu sais. Ouais. Même au Canadien de Montréal, c'est pas le même, puis pourtant, c'est une religion, tu sais. Je pense que c'est un peu dans leur ADN aussi, là, question de culture, comme on dit. Peut-être qu'ils commencent ça jeune, puis ils aiment le party, pour moi. Dave, t'avais-tu d'autres questions sur l'Europe? J'avais une petite dernière question sur l'Europe. Tu vas peut-être trouver ça particulier, mais je faisais les recherches puis tout, puis j'ai vu un de tes vidéos sur YouTube, c'est une entrevue pendant que tu étais, dans le temps, tu jouais à Chamonix, puis c'était sponsorisé par l'épicerie québécoise, ça s'appelait. Je me posais la question, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vendent là-bas de Québécois en France que, en tant que Québécois, mettons, tu vas là, y a-tu de quoi que, t'avais une photo? Y a-tu de quoi là-bas que tu arrives, tu fais comme, c'est vraiment nice, ils ont ça, comme, je m'ennuie de ça, ou, tu sais, y a-tu des... Non, ils ont tout ce qu'on a ici, là. Mais c'est drôle quand même de se dire qu'il y a des Français qui adorent tellement le Québec qu'ils se sont créés une compagnie avec des épiceries québécoises. Il y a le Maple Tree que je connaissais pas. C'est de l'eau d'érable que j'ai adoré. Ça, je connaissais pas. Mais sinon, non, c'était toutes des choses que j'ai goûté puis que je connaissais. Mais j'étais content d'avoir, par exemple, sur mon steak, mettre des épices montréalaises. J'étais content de l'avoir. Il y a des affaires que là-bas, j'ai pu acheter, que je m'ennuyais d'ici. Là. Je vais remettre la photo. Ouais. Est-ce que t'étais-tu porte-parole de la compagnie? C'est quoi? C'est qu'à Chamonix, chaque joueur était pas commanditaire, là, mais était un lien direct avec un des
un des sponsors, là, une entreprise. Puis moi, c'était forcément entre l'épicerie québécoise. Fait que il me donnait des produits, puis moi, je prenais... C'était comme un influenceur avant ton temps, là. Un peu, ouais. J'ai même fait une petite vidéo où que je lance des pucks, puis je bois du Maple Tree, là. Fait que c'était le fun pour eux, puis pour moi aussi de faire ça, là. Puis de voir qu'il y a du monde qui aime autant, le Québec, qui nous aime autant, c'était le fun aussi à voir, là, puis de jaser avec eux, là. C'est cool. Il y a Charles-Alexandre Deblois qui... Ouais, ça aussi, ça va être con, c'est sûr, mais vas-y. qui aurait demandé pour Languet, j'ai dit qu'on ne pouvait pas en parler, mais il demandait si tu aimais ça jouer 3 contre 3. Non, c'est pas ma game, ça, 3 contre 3. Moi, j'aime ça avoir de l'espace. J'aime ça avoir de l'espace puis pouvoir patiner. Fait que 3 contre 3, j'ai pas aimé ça parce que je suis allé remplacer avec lui. Il y avait une équipe à Guimont, puis ça a vraiment pas bien été. Je me fâchais à chaque game, fait que c'est pas fait pour moi. Ouais. On va dire entre Sorel et Saint-Georges, le 3 contre 3, ça marche pas. Là. Ça fait pas. Là. Non, c'est ça. Ça rien. Non, puis au moins, la différence, c'est que tu as un peu plus de place à la glace, là, mais ça marche pas bien non plus, 3 contre 3, Saint-Georges-Sorel. Yes. Ça, je vais en parler parce que j'ai dit que j'en mentionnerais au début. Là, des 6 games que vous avez joué contre Sorel cette année, il y en a 5 en tir de barrage. C'est quasiment comme j'ai pas eu la chance d'en parler du côté de Sorel, mais est-ce que tu sais, vendredi, c'était-tu comme c'est quasiment comme l'exaspération sur le banc de faire comme Colin, pas encore, genre Non, on est rendu au point que c'est comme on le savait. C'était sûr. On dirait on se ressemble tellement comme équipe puis qu'on se donne rien. Je sais pas si dans le passé, Sorel-Saint-Georges, il y avait peut-être à cause des playoffs, s'il y a une. Ouais, c'est tant des matchs d'un but, Sorel. Ouais, c'est ça. Je sais pas avant comment c'était, mais en tout cas, nous autres, chaque fois cette année, on a joué, même moi en tant qu'attaquant, là, tu joues contre Sorel, t'as pas d'espace. Ils jouent bien défensivement, puis c'est dur d'acheter un but là, contre Sorel. Là. C'est une équipe qui est bien structurée. Vous êtes en vouloir, par exemple, de ne pas réussir à avoir complété ta feinte sur Bilodeau. Vendredi, ça aurait été un début de l'année, ça, si tu avais réussi à compléter ça. Oui. Non, j'arrivais trop. Quand je suis sorti de ma feinte, j'étais rendu trop collé sur le goaler. J'avais plus de temps de rien faire. Mais c'est des fois ça qui arrive. Hein. Je veux savoir si on se remet à tes débuts dans la LNH quand même. Ça s'est fait quand même un peu spécial parce que Gap a annoncé que tu quittais pour revenir au Québec. Puis il n'y avait rien qui avait été encore annoncé. Mais tes choix, je crois, avaient été changés là, au bâtisseur qui venait d'arriver. Je pense que c'était dans un échange. Dave m'avait dit un échange. J'ai été échangé avec Gadouri. Ben, dans le fond, si on repart, mettons, du début, tu avais été repêché en 2021 par Sorel. Oui. Ça, je laisse savoir, tu sais, quand tu te fais repêcher dans la Ligue américaine, est-ce que, j'imagine, Sorel avait quand même sûrement déjà tenté le terrain un peu avec toi, savoir... Oui, il m'écrivait à chaque été. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça a été tellement long avant que je me décide. J'ai jamais... Je savais qu'il y avait des choses en Europe qui me tentaient moins. Tu sais, quand tu fais ça après une couple d'années comme ça, il y avait beaucoup de choses que je m'ennuyais du Québec. Fait que, il y avait comme une partie de moi qui voulait revenir, mais une partie de moi qui voulait rester là-bas. Fait que je n'étais pas capable de dire à Sorel à 100%, c'est sûr que je reste au Québec. Tu sais. Fait que je pense que c'est une des raisons aussi... vu que j'ai pas été 100%, confirmé que je restais, c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi ils ne savaient pas trop quoi faire avec moi, mais c'est ça, encore l'année passée, encore cette année, je suis retourné en Europe, là, ça a été dur pour moi de mettre une fin à ça. Là. Puis quand tu es arrivé dans la Ligue américaine l'année dernière, est-ce que tu avais des appréhensions? Est-ce que tu connaissais un peu la Ligue ou c'était nouveau pour toi? Ou c'était comment tu as réagi quand tu as joué tes premiers matchs? T'étais-tu surpris? J'avais pas vraiment l'appréhension.
Je savais que c'était une bonne ligue. Fait que oui, des appréhensions. Ouais, c'est sûr que mes premiers matchs, j'étais un peu nerveux. Là, tu veux bien faire, puis tu sais que la ligue, c'est une bonne ligue. Là. Fait que tu as des preuves à faire, puis tu veux bien faire. Fait que c'est sûr que ce côté-là, c'est stressant. Mais je savais que la ligue elle avait changé beaucoup, que c'était une ligue que tout le monde peut battre tout le monde. Fait que, mais je savais pas exactement à quoi m'attendre. Je suis allé, puis je me suis dit, pense à rien, puis joue, puis donne qu'est-ce que tu es capable de donner, puis on verra ce qui arrivera. Là, mais qu'est-ce qui a aidé aussi, c'est que j'étais arrivé dans une équipe où tout le monde était nouveau. Mm-hmm. Fait que, tout le monde, on l'a appris tout à se connaître, on a tout appris à jouer ensemble. Tu n'arrives pas dans une équipe où tel joueur, ça fait 3-4 ans qu'ils jouent ensemble, puis tu essaies de t'incruster là-dedans. Vu qu'on c'était la première fois qu'on jouait tout ensemble, mais ça a été plus facile aussi, ce côté-là. Mm-hmm. Puis, sinon, pour revenir un peu, peut-être pour si justement il y a quelques fans de Montcalm là, qui nous écoutaient, c'est sûr que ça n'a pas été une équipe d'expansion, ce ne sera jamais, tout roule comme tout va comme sur des roulettes, là, une première année, c'est tout le temps difficile. Mais c'est quoi toi, là, tes meilleurs souvenirs que tu gardes de ton année à Montcalm l'année dernière? Ben, c'est sûr, la gang était vraiment, on avait une belle gang. Là. Ça, c'était le fun. On avait des dirigeants là, qui auraient tout fait pour nous autres. Ils étaient vraiment derrière nous. Ils nous aimaient comme si on était leurs propres enfants. Là, c'est pas qu'ils voulaient pas. Là, c'est des fois, tu peux pas là, aussi. Là. Donc, je pense que ce que je vais me rappeler plus de mon camp, c'est l'organisation, les gars. Puis, oui, on n'a pas eu la fin de saison qu'on aurait voulu, mais en général, on a quand même fait une belle saison pour un nouveau groupe et une nouvelle équipe. Mais je voulais savoir, là, pour revenir à ma question quand tu as dit quand Gap a annoncé que tu partais là, pour revenir au Québec, est-ce que tu avais déjà été contacté? Ton idée était-tu faite? Oui, mon idée était déjà faite. Gap m'avait laissé... ça a été long là, avant que je décide. Là. Je parlais encore avec M. Oprandi, le directeur général, puis je pense qu'on était rendu comme juin, là, au mois de juin, puis juin, là, en Europe, en France, là, l'équipe est pas mal faite, là, si c'est pas fait. Là. Fait que je savais toujours pas ce que je voulais faire rendu quasiment au mois de juin. Jusqu'à temps qu'une journée, je l'ai appelé et j'ai dit je peux pas le faire, je peux plus le faire attendre de même. Là. Fait que j'avais appelé M. Oprandi puis j'avais dit écoute, ben, ça marchera pas cette année, je vais rester au Québec. Fait que ça s'est vraiment fait. Une journée, je me suis levé puis j'ai dit là, ça ne veut plus continuer, là, je vais y dire. Fait que ça s'est fait tard dans l'été. Là, fait que oui, je le savais, puis ça a été ma décision de ne pas revenir à Gap là, cette année-là. Tu savais déjà qu'il y avait une équipe qui détenait tes droits, puis tu t'enlignais pour. Oui, j'avais eu. Moi, je m'en allais là, mais j'avais eu j'avais entendu des rumeurs comme quoi que Saint-Roch voulait aller me chercher. Là, fait que je savais pas trop. Puis ça s'est fait, je pense, je me rappelle plus exactement, mais ça s'est fait pas longtemps après. Saint-Roch sont allés me chercher. Pas longtemps après que j'avais dit que je retournais pas à Gap. Fait que j'ai pas eu le temps de trop me retourner puis me dire où je m'en vais, je vais-tu à Sorel, où je m'en. Ça s'est fait tout de suite après. Et tu viens de la Rive-Nord également? Oui. Donc, tout s'est bien placé, tout s'est bien donné. Sorel, ça n'aurait pas été loin non plus. Non, j'avoue que Saint-Roch, j'étais à 20 minutes de chez nous. Là, fait que c'était le scénario parfait. Là, jouer devant ma famille en plus. Fait que non, c'est le fun pour ça. Là, je dormais tout le temps chez nous. Puis là, tu avais décidé de revenir là, en France à Gap. Tu as joué 2 matchs, finalement, ça ne marchait plus. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Ben, tu sais, dans ma tête, c'était encore flou un peu. Même l'année passée, j'avais encore la France derrière la tête. Puis je me suis dit. Puis là, j'étais plus tout seul, j'ai ma blonde. Puis j'ai dit, je l'ai regardé, j'ai dit, on le rassaye-tu, tu sais. Là, je partais pas tout seul. Fait que c'était un peu à cause de ça que j'avais décidé de revenir parce que
j'étais tanné d'un peu d'être tout seul là-bas. Fait que elle m'a dit, ouais, je te suis. Fait que j'ai fait, bon, on l'essaie. Mais quand je suis arrivé là-bas, tu sais, quand tu le files pas, là, quand je me suis dit, ouais, mon année au Québec me fait plus mal que je pensais. J'étais content d'être là, il y a une partie de moi qui était content d'être là, de revoir les gars, de rejouer, parce que le hockey français, j'aimais ça. Là. Fait que ce côté-là, j'étais content, mais j'étais plus le même sur la glace. Là. Il y avait comme, on dirait, tu sais, ce côté-là, la flamme qui était éteinte, là, ce côté-là. Fait que c'est eux autres qui me l'ont annoncé, là, juste avant un mois d'essai. C'est eux autres qui me l'ont annoncé qu'ils ne gardaient pas mes services, mais ça a quasiment été un soulagement de dire, gars, encore là, rien n'arrive pour rien, puis on va retourner au Québec, puis il y a d'autres choses qui m'attendent au Québec. C'était mieux de même aussi. Là. Je l'ai essayé, mais ça n'a pas marché. C'était comme pas une surprise, si je comprends. Non, parce que, tu sais, je suis rendu à 30 ans, fait que je sais un peu quand ça va pas bien, quand ça va bien. Là, tu sais. Je savais que le hockey que je donnais, c'était pas moi, puis que ça marchait pas comme que je voulais. Là, fait que j'étais pas surpris quand il m'a dit qu'il était pas content du début de saison que j'avais, puis qu'il allait finalement... As-tu songé à retourner en Division 1 ou ça, c'était hors de question? Non, je l'ai refait. Je suis retourné à Gap, une place où je connaissais, puis avec une organisation que je connaissais. Mais je ne l'aurais pas fait pour aller ailleurs. Fait que oui, j'ai eu des offres après. Même Neuilly, où il y avait l'ancien coach là, de Saint-Georges. De Saint-Georges qui Serge Forcier m'avait contacté, mais ça ne m'intéressait pas d'aller jouer ailleurs. J'ai eu un offre aussi pour aller jouer en Belgique. Je me suis dit, ça aurait pu être quelque chose de spécial, tu sais, la Belgique, pour l'expérience puis pouvoir payer, mais non, au fond de moi, j'avais le goût de retourner chez nous. OK. Donc, finalement, tu as trouvé ta niche à Saint-Georges. La saison va bien, avec les coéquipiers, ça va bien, tu es bien adapté. On peut voir aussi, je pense que les partisans trouvent que tu t'es adapté là, au hockey de la Ligue nord-américaine. L'adaptation, tu parlais d'adaptation, ça s'est bien fait finalement. Et il y a Charles-Alexandre Deblois qui demande est-ce que tu veux toujours devenir entraîneur privé au gym après ta carrière de hockey? Non, ça c'est ça n'a jamais été dans mes plans. Je pense que c'est inventé de toutes pièces. Non, j'aime l'entraînement, là, mais ça n'a jamais été un plan A, là, ça, de devenir entraîneur. Mais dans le fond, je voulais faire un peu la transition parce que là, tu es revenu au Québec. La plupart des joueurs de la Ligue nord-américaine vont peut-être étudier en même temps qu'ils vont jouer au hockey ou avoir un travail, la petite famille. Toi, as-tu un autre travail à part jouer pour le COLFM? Pour l'instant, non. Je suis en recherche. Là. C'est pas évident. Je trouve ça dur en ce moment d'essayer de trouver de quoi que je veux faire le reste de ma vie. J'ai coaché à Ulysse l'année passée, mais tu vois, ça, c'était pas le moment pour moi. Puis moi, je fais de l'irrigation durant l'été. Okay. Puis avec l'hiver qui a été long avant de partir, puis avec les températures qu'on a, j'ai été capable d'en faire jusqu'à fin octobre quasiment. J'ai eu ça jusqu'à là. Mais là, non, je suis en recherche d'emploi en ce moment. J'essaie de regarder toutes les options. Là, puis, je commence à trouver ça long à la maison. Là. Il va falloir que ça arrive assez vite. Pour l'instant, je prends mon temps à prendre la bonne décision. Christopher qui dit assez beau bonhomme, un OnlyFans, c'est pas vrai, c'est sûr. Je vais y penser, je ne sais pas si ma voix est pas bonne. Mais quand même, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, Benjamin Lagarde qui est à la recherche d'un travail, peut-être le contacter si vous avez quelque chose pour lui. Ouais. On est là pour une entrevue. On peut en profiter pour ça en même temps. Ouais. Puis, si on revient au hockey, il y a Danny Charette, aussi grand fan de Thetford Mines, qui demande comment est-ce que tu trouves la rivalité Thetford-Saint-Georges. On sait que c'est toujours c'est la plus vieille rivalité de la Ligue. Là. Puis les fans font toujours le voyagement en plus d'une place à l'autre. Comment est-ce que tu trouves ça à date là, de pouvoir faire partie d'une belle rivalité comme ça dans la Ligue? C'est ça, j'apprends à la connaître. C'est le fun. Tu le vois que ça
même entre les partisans, là, comme qu'ils disent, là, fait que ça fait toujours des bonnes games contre Tedford. Puis Tedford, c'est une bonne équipe. Déjà là, à la base, c'est dur de jouer contre eux autres. Là, fait qu'avec ça, ça donne un challenge de plus. Puis en plus, Étienne Marcoux, c'est un de mes bons chums. Fait que déjà là, jouer contre lui, c'est un autre challenge de plus. Fait que contre Tedford, ça fait toujours des games intéressantes là, pour ces deux choses-là. Là. De tes 18 buts à date, il y en a-tu un que tu as réussi à faire contre Étienne Marcoux cette année? Oui, bien fier de ça. Je pense que c'est la chose que je suis le plus fier depuis le début de l'année. Ouais. C'était quoi? Raconte-nous donc le but si tu t'en rappelles. C'était un one-timer. J'étais rentré dans la zone, j'avais passé à Gagnon qui me l'avait redonné. J'avais fait un one-timer, affaire que je fais jamais. Là. Puis j'avais scoré, il s'avait déplacé vers la gauche, puis je l'avais pogné d'autre bord là, opposé. Puis même moi, le premier surpris, là, ça je disais, je l'ai écœuré, mais je dis honnêtement, je sais même pas comment j'ai fait. Là. Quand à rentrer, c'est-tu quasiment tout de suite, tu sais, quand tu comptes contre un de tes chums, c'est comme instantané de comme, toi tu le sais, puis lui il le sait que... Ouais. Si ça avait juste été de moi, j'aurais été l'écœuré un peu, mais j'aurais pas voulu que ça finisse en bataille générale. Fait que j'ai dit, je vais attendre de l'écœurer après la game à la place. Ouais, sage décision. Ouais. Good. On pourrait peut-être y aller avec des petites photos, Dave. Ouais, vas-y. Donc, j'ai fouillé ton Facebook, ton Instagram. Tantôt, il y en avait deux que je voulais sortir là, pour te demander si tu étais porte-parole mais il y en a d'autres. Donc, on va y aller avec celle-là, justement, que c'est Dave qui m'a envoyé. Je ne sais pas si tu avais perdu un pari ou la coupe de cheveux. C'est pourquoi? Ça, là, c'est... j'avais dit au gars, si on fait les playoffs, parce qu'on était sur le bord de ne pas les faire, là, j'ai dit, si on fait les playoffs, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec mes cheveux. Mais ça, j'avais dit ça à mes colocs, on avait une coloc à 5, là, dans un gros chalet, là, puis j'avais dit, si on fait les playoffs, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec mes cheveux. J'aurais peut-être pas dû dire ça parce que ils sont allés avec le rasoir, ils m'ont laissé ça comme vous avez vu là, ils m'ont laissé. J'ai comme trois repousses différentes là, de cheveux, là, mais on l'avait bien vu. On dirait que ça sont inspirés de Ronaldo, l'original, pas Cristiano, mais le Brésilien, là, c'est le seul autre gars que j'ai vu avec une... Ils ont fait ça pour ça en sa mémoire. Petite photo ici en voyage. Oui, à Rome, exactement. Good. Fait que t'es en France, t'as pu voyager dans les pays autour, dont l'Italie. Oui, l'Italie, ça n'avait rien coûté en plus. Là, on était parti de Bordeaux. J'avais fait Bordeaux-Rome, ça m'avait coûté quelque chose comme 50 € aller-retour. Ah ouais. C'est ça qui est merveilleux aussi. L'Europe, ça ne coûte rien voyager. C'est assez facile. Une autre petite photo de paysage ici, je ne sais pas c'est où. Ça, c'était sur l'île à Capri. C'était encore en Italie. On avait pris, j'étais parti de Napoli, on avait pris un bateau pour se rendre sur cette île-là qu'on avait passé 3-4 jours. C'était magnifique. Petite photo ici avec Tour Eiffel. Oui, ça, c'est un classique. Quand tu vas en France, tu n'as pas le choix d'aller prendre une photo proche de la Tour Eiffel. Sinon, tu n'es pas vraiment être en France. Une autre photo ici, t'es comme dans le vide. Oui, ça, c'était à l'Aiguille du Midi. C'était à 3852 mètres, je pense exactement, en hauteur. Fait que tu prends un téléphérique qui t'emmène là, puis tu as le droit d'aller prendre une photo dans cette vitre-là. Tu vois tout. Fait que faut pas que tu aies le vertige parce que c'est vraiment juste une vitre. L'aiguille du Midi. L'aiguille du Midi, oui. 3852 mètres d'altitude. Je te dis que quand tu montes les marches, là, tu deviens vite essoufflé, mais le paysage est magnifique. Ouais, je vois ça. Il ne faut pas avoir le vertige, c'est juste à regarder la photo quasiment. Ça me faisait penser, il y a un building aussi à Chicago là, que j'avais été, que t'es comme, je sais pas quoi.
c'était un des plus grands buildings là, à l'époque, là, puis maintenant. Là, mais il y a Ok. justement une vitre là, comme ça. Là, puis, Mais c'est impressionnant quand tu regardes comment ça a été construit. Là, le téléphérique, il longe la montagne de ça. Puis les gars avant, ils étaient sur le fil, puis ils étaient quasiment pas attachés, puis ils ont monté ça jusqu'en haut. C'est assez impressionnant ce qu'ils réussissaient à faire avant. Ouais. C'est quand même une bonne montée. Là, je pense que c'est 25 ou 30 minutes. T'as comme un palier, t'as une première montée, t'attends un peu, puis t'as une deuxième montée. Puis je pense en tout, c'est comme une trentaine de minutes de montée. Là, c'est long, longtemps. Christopher demande, y a-tu pris le Permina Express? C'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi ça. Permina Express. Je sais pas, bonne question. Ah, bonne question. Sinon, c'était pas mal ça pour mes photos. Ouais. Dave, petite question à rafale? Ouais, donc pour terminer l'entrevue, c'est des petites questions à rafale. Donc, première chose là, qui te vient en tête, tu peux répondre. Donc, ton premier souvenir de hockey, la première fois là, que tu aurais, dans le fond, mis des patins ou joué avec un bâton, c'est quoi qui te vient en tête? Là, La première fois que j'ai mis des patins, j'ai pleuré, j'ai détesté ça. Puis j'étais un peu un bébé boudeur quand j'étais jeune. Là, fait que ma mère m'a dit non, non. Tu rembarques sur la glace, puis prends la chaise, puis tu restes là. Puis à partir de ce moment-là, on m'arrêtait plus. Fait que c'est grâce à ma mère que je joue encore au hockey aujourd'hui. Elle t'a pas donné le choix. Ouais, non, elle m'a pas donné les choix. Elle dit, tu vas aimer ça. À Saint-Georges, là, tu as le numéro 9. Je pense que tu avais 72, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Ouais. Tu as 72. Est-ce que tu as un numéro fétiche parmi ceux que tu as déjà portés? Puis pourquoi, si tu en as un? Le 27, c'est mon numéro. Mm-hmm. J'ai pris le 72 parce que c'est Gadouri qui l'avait à Saint-Roch. Mm-hmm. Puis cette année, ils m'ont donné le 9. OK. J'ai pas choisi mon numéro, mais c'est un numéro que j'aime bien. Là. Je l'ai eu, je pense. Je l'ai eu en 9 et ça. Mais c'est un numéro que j'aime bien. Puis il me va bien en ce moment. Faut croire. C'est bon. Puis le 27, y avait-tu une raison en particulier? Le 27, pas de raison en particulier, mais j'ai toujours bien aimé Kovalev. Fait que on va. C'est peut-être au fond de moi, c'est une des raisons pourquoi je l'ai pris le 27. Mais si je l'avais pris une saison, je me rappelle, ça avait été au trafic de Joliette, j'avais pris le 27, puis ça avait bien été. C'est un peu aussi une superstition. Là, ça avait bien été, je me suis dit, bon, à partir de ce moment-là, ça va être le 27. C'est bon. Ben, tu as parlé de Kovalev. Ton idole au hockey, ton joueur préféré, c'est qui? C'est Nick Crosby. Ça a été pour le joueur complet qui est, puis l'athlète qui est, puis un vrai professionnel. C'est bon. Est-ce que tu aurais un athlète préféré en dehors du hockey? En dehors du hockey, ben, je trouve, admettons, LeBron James, puis et je trouve ça impressionnant ce qu'il fait. Michael Phelps aux Jeux Olympiques, j'ai trouvé ça impressionnant ce qu'il faisait. Mais je suis pas à part le hockey, je suis pas d'autres. Je suis pas vraiment un gars qui suit d'autres sports que le hockey en ce moment. OK. C'est bon. Est-ce que tu as une routine d'avant-match ou des superstitions? J'ai pas de superstition, j'ai pas vraiment de routine. Dans la routine d'avant-match, j'ai des élastiques là, que je fais ma mobilité de mes hanches parce que je m'en viens vieux. Fait que faut que je fasse ma mobilité. Puis je fais mes élastiques. Là, je me mets à part dans la chambre. Puis je fais tout. J'ai comme un 10-15 exercices que je fais là, un à la suite de l'autre. Là. Je te dirais que c'est pas mal juste ça ma routine. Ça fait pas mal une couple d'années que je fais ça. Là. Fait que c'est probablement juste ça. Là. Parfait. À Saint-Georges, depuis le début de la saison, là, c'est qui le coéquipier que tu trouves le plus drôle? Ou celui qui serait le plus bout en train? Le plus drôle, j'ai envie de te dire, Anthony Verret. Ouais. Max Lacroix aussi, il est drôle. C'est drôle parce que les deux, ils se niaisent pas mal. Fait que c'est divertissant à les voir dans le champ. Le reste de l'équipe les regarde se niaiser. Ouais, exact.
C'est bon. Selon toi, le meilleur joueur avec qui tu aurais déjà joué? En Division 1, il y a un Tchèque qui est arrivé au milieu de l'année. Il s'appelait Jaroslav Kristek. Il avait joué une coupe de game avec les Sabres de Buffalo. OK. Puis je l'avais trouvé impressionnant parce qu'il était vieux, là, il avait pas loin de 40 ans, puis il était encore dominant, puis tu voyais qu'il avait joué dans le show, là, il était intelligent avec le pote. Jaroslav Kristek. Allez, on va aller checker ça. Ouais. On va aller checker ça après. C'est bon. Ensuite de ça, ton meilleur souvenir dans la LNH jusqu'à présent, ce serait quoi? Mon meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine? J'ai pas de souvenir d'un souvenir en particulier. Je pense d'avoir la chance de jouer avec mon bon chum l'année passée, c'était le fun, parce que ça faisait une couple d'années qu'on n'avait pas joué ensemble. Fait que je pense que ça serait plus ça, d'avoir eu la chance de jouer avec. Marco, ça, tu parles? Ouais. Marco. C'est bon. Sinon, un autre souvenir, ben, je voulais en parler un peu, mais puisque c'est vraiment pas ta tasse de thé, là, mais parle-nous un peu aussi de la fois que tu as lâché les gants contre Pomerleau à Rivière-du-Loup. Je sais qu'il y avait une mise en échec avant. C'était-tu la mise en échec qui t'a fait sortir de tes gonds? Parce que je pense que tout le monde a été surpris quand... Ouais, non, même moi, le premier, j'étais pas fâché non plus après le jeu. Je pense que c'est plus la deuxième... Après ça, le jeu s'est allé dans le coin, puis je l'ai frappé dans le coin. Puis c'est lui qui me l'a demandé. Puis au début, j'avais même refusé. C'est pas mon premier réflexe de me battre. Là, puis... Mais je sais pas, si je me suis dit, ah ouais, donc, pourquoi pas. Finalement, les deux, on avait bien fait, puis ça avait fait une bataille pas super. Ouais, bon, ça serait pas attendu à ça, on aurait dit que... Non, c'est ça. Je pense pas non plus que lui, c'est un batailleur, fait que ça a fait comme les deux, on a fait ce qu'on avait à faire, puis... C'était bon, c'était le fun. Quand c'est des joueurs, on dirait que ça arrive jamais. On dirait, je sais pas, je trouve tout le temps ça spécial. Ouais, non, c'est vrai. Surtout quand tu t'es jamais battu, là, tu te dis tout le temps, tu te demandes comment ça va se passer. Puis, là, finalement, après à bataille, tu te touches un peu, puis tu te dis, bon, ben, ok, j'ai tous mes morceaux. Ça n'a pas si mal été que ça. Quand tu retournes au banc, j'imagine les gars, ils doivent tous venir te voir pour t'en parler. Là, quand ça... Ouais, ben, c'est sûr que si moi j'ai été surpris, vous autres vous avez été surpris, tous les gars dans mon équipe aussi. Dave Hamel était pas mal surpris. Même Potvin que j'avais joué avec l'année passée, il dit si au début il se demandait, il pensait que c'était Breton, il dit ouais, j'ai été surpris que ça soit toi là. Il n'avait pas les mots. En plus, il n'était pas sur la glace. Là. Il s'avait fait sortir de la game. Il est venu me voir directement dans la chambre. Il m'a dit qu'est-ce qui t'a pris? C'était drôle. Là, tout le monde riait. Tout le monde. Moi, le premier. C'est bon. Sinon, si on revient aux petites questions, là, pour terminer, ton repas préféré? Mon repas préféré, je te dirais que ce serait un bon steak. Un bon steak sur le barbecue là, avec riz et légumes. Là. Ça, là, tu viens me chercher. Avec les épices montréalaises aussi. Exactement. C'est bon. Ton film préféré ou série télé? Je suis un gros fan des Marvel. Fait que je te dirais, tous les Avengers, là, je les aime bien. Trouves-tu que ça commence à s'essouffler un peu ou les nouveaux, t'es encore dedans? Ou... Non, je suis vraiment moins dedans. Tu vois, j'ai écouté Aquaman là, pas si longtemps que ça. Là, ça reste encore des... C'est pas Marvel, mais ça reste que des films de super-héros. J'aime encore ça. Là. Mais je trouve que ça s'essouffle, comme tu dis, là, depuis... surtout, malheureusement, depuis la mort de... ouais. Donc, ouais, j'espère, en tout cas. J'espère que ça va revenir. Mais il faudrait peut-être qu'ils en fassent un peu moins et qu'ils se concentrent d'en faire des... Ouais, de toute façon... la quantité, non la qualité. Opinion personnelle, d'après moi, Avenger, là, il va être bien, bien dur à battre par... les prochains films, là, ça a été... l'action tout le long, là, ça va être dur à battre. C'est bon. Fait que, puis, dernière question. Si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait lequel?
Ça serait un show de country, c'est sûr. Puis ça serait probablement Morgan Wallen. Ouais. Good. Donc, Maxime Veilleux qui nous a écrit Je me crois dans l'émission Box Office. Chronique cinéma avec Benjamin Lagarde. Oui. Ouais, ça sert, ça en apprend plus sur les joueurs. Ben, c'est vrai que quand j'ai regardé pour tes photos Facebook, Instagram, il y avait une photo comme carte fantastique ou quelque chose de même. J'étais comme Ouais, je me rappelle plus c'était quoi ça. Non, je suis pas fan à ce point-là, là, mais il y avait quelque chose par rapport à ça. Que je me rappelle plus. C'est pour ça que j'ai fait ça, mais non, je suis pas quelqu'un qui va mettre des. J'ai pas de tatou de super-héros ou je me déguise pas en super-héros, mais ouais, j'aime bien ça. Good. Pendant que Dave posait des petites questions, j'avais trouvé quelque chose sur ton Instagram. Je suis allé le rechercher. Là, avec tout le monde qui nous ont parlé de l'anguille, j'aimerais ça te montrer cette petite vidéo-là, puis tu commenterais après. J'ai des questions à te poser. C'est quoi ça? Ça n'a rien à voir, mais j'ai ri dans la vidéo, mais parce que je suis autant surpris que vous autres. Là. On est allé jouer au bowling, c'était une de mes premières soirées avec les gars de l'équipe. Puis le gars, il fait un abat, puis il se met à terre, puis il commence à faire cette célébration-là. Out of the blue, là, personne personne n'y avait demandé. Ça a vraiment été sa célébration. J'ai trouvé ça drôle en tabarnak, ce coup. Là. Je me suis dit, qui fait des célébrations comme ça? À jeun, là. À jeun, même pas chaud, là. C'est bon. Good. Donc, Dave, c'était tout avec les petites questions? Oui, c'était tout avec les petites questions. Donc, merci, Benjamin, de t'avoir prêté au jeu. Si on peut finir avec un petit mot pour les fans du coup. Là, vous n'aviez pas de match à la maison, malheureusement, la semaine dernière. Vous allez les retrouver là, ce vendredi face à Rivière-du-Loup. Ouais. Dans le fond, deuxième meilleure moyenne de fans cette saison, là, juste derrière Jonquière. Là, les fans sont au rendez-vous. Si tu avais un petit mot pour les partisans là, pour le restant de la saison en terminant. Mais de continuer à venir nous voir jouer en grand nombre. Là, je sais qu'en ce moment, là, c'est pas, on n'est pas dans une séquence idéale, là, mais on va avoir besoin d'eux autres. Puis jusqu'au bout, là, les fans, c'est tellement important. Là, ils savent pas à quel point. J'espère qu'ils savent à quel point ils sont. Des fans en général, c'est important pour une équipe. Puis on est vraiment chanceux. Là, puis on le sait dans le champ qu'on est chanceux d'avoir des partisans qui sont autant présents pour nous suivre. Là, fait que déjà vendredi, là, on veut rebondir puis leur donner une grosse à la maison. Là, on leur doit ça. Bien sûr, sur ces belles paroles, merci Benjamin de t'avoir prêté au jeu ce soir. C'était pas mal de fun. Merci à vous autres. Puis on va te souhaiter une bonne fin de saison avec le Cool FM. Un gros merci. Et te souhaiter de peut-être te rendre en finale et pas perdre cette fois-là. Oui, non, c'est ça, ouais. essayer de changer cette on va dire, cette petite malédiction. Le curse. Ouais, bon. C'est ça. Non, aussi sur un plan personnel, je sais que c'est rare que les joueurs là, vont dire que c'est ça l'important, puis parce que l'important c'est de gagner, mais tu es au plus fort de la course aussi pour le championnat débuteur, donc bonne chance pour ça. Ah, c'est gentil, merci. Salut Benjamin, bonne soirée. Ouais, salut, bonne soirée. Bye bye. Bye. Donc, Benjamin Lagarde du Cool FM de Saint-Georges, qui justement est dans les meilleurs buteurs. Dave, c'est vrai, on n'en a pas abordé, mais avec ses 18 buts en 24 parties parmi les meilleurs buteurs de la Ligue en ce moment. 2 buts derrière Maxime Saint-Cyr. Au plus fort de la course. Donc, vendredi, les deux vont s'affronter probablement. Probablement que Maxime Saint-Cyr va être également de l'alignement des trois. Donc, à voir. Ça va être une bataille pour les buteurs. Donc, est-ce qu'on y va avec notre troisième segment?
Oui, donc... Analyse. Yes. Donc, analyse. Donc, on en a parlé un petit peu en début de rencontre. C'était seulement un week-end de 3 matchs, là, donc ça risque d'aller vite. On a parlé aussi là, du match avec Benjamin Lagarde, là, du match qu'il y avait eu entre les Éperviers puis le Cool FM. Donc, dans ce match-là, un match vraiment typique des deux équipes. Il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture ou de chance de marquer. Ça fait quand même des matchs intenses parce que pour réussir à jouer... Pour avoir un bon match défensif, il faut quand même que toutes les deux équipes soient impliquées à 100% parce que quand on n'est pas impliqué à 100%, ben c'est là qu'il y a des lacunes, c'est là qu'on fait des erreurs puis que le jeu s'ouvre. Là. Fait que ça fait quand même des matchs intenses là, quand il y a des bons scores. Des fois, c'est des matchs plus parce que c'est vraiment tout décousu puis les joueurs ne sont pas là pendant tout, mais ce n'était pas le cas à Sorel. C'était quand même un match où les joueurs se donnaient. Je pense que du côté de Sorel-Tracy, c'était deux équipes qui étaient en séquence de 3 défaites de suite. Du côté de Sorel-Tracy, quand on regarde les dernières performances, 8-2 la semaine d'avant contre Rivière-du-Loup, une défaite de 2-1 en tir de barrage contre Saint-Georges, 2 défaites contre Laval comme des scores de 6-2. On voulait vraiment réussir à aller chercher une victoire à la maison. Ça, j'imagine qu'on aurait peut-être aimé ça l'avoir, peut-être pas en tir de barrage, mais du côté de Sorel-Tracy, on va les joueurs vont la prendre comme qu'ils peuvent là, parce que ça fait vraiment du bien. Je pense que ça va peut-être enlever un petit peu également. Côté de Saint-Georges, c'est sûr que aussi, c'est une 4e défaite de suite, mais si on regarde ça vraiment pour le match comme tel et non pas la séquence qu'on vit présentement, on était quand même à Sorel sans Maxime Lacroix qui était suspendu. Anthony Verret n'était pas manqué à l'appel également. Dylan Labbé n'était pas là. Puis Mathieu Gagnon aussi. Donc, il nous manquait... Dave Hamel. Oui, Dave Hamel aussi. Donc, il nous manquait notre homme fort, dans le fond, deux tiers du premier trio, puis 2 de nos défenseurs top 4. Donc, de réussir à sortir d'un match sur la route avec un point, je pense qu'on peut quand même être satisfait là, du côté de Saint-Georges. Puis là, ça va être, comme Benjamin Lagarde l'a dit, là, en donner une grosse aux fans là, à Saint-Georges qui en méritent une bonne vendredi. Donc, voilà un peu pour l'analyse là, de ce match-là. Puis, dernier petit point aussi du côté de Sorel-Tracy, le seul but a été marqué en avantage numérique. Puis, depuis le retour de Bouvet-Morissette, là, c'était le 2e match là, de Bouvet-Morissette depuis son retour. Je pense que c'est quelque chose que les Éperviers vont avoir besoin s'ils veulent avoir une chance en série. Là. Mais ça va être que la première vague d'avantage numérique marche comme elle marchait l'année dernière. Puis je pense que ça a paru, là, ça a été vraiment cohérent la première vague d'attaque à 5 vendredi dernier. On a eu beaucoup de chances de marquer. On a juste marqué un but, là, mais on aurait pu en marquer plus. Sébastien Auger, là, qui a quand même été solide pendant ces séquences-là. Puis je pense que c'est les meilleures chances de marquer que Sorel avait pendant la rencontre en général également. Là. Donc, point positif pour Sorel là-dessus. Si on se transporte au 2e match à Laval, à moins que tu avais de quoi ajouter, je veux pas... Non, c'est bon. C'est bon. Le 2e match à Laval, là, 6-2, une victoire des Pétroliers. Vraiment, les Pétroliers, je pense qu'on commence à trouver notre aire d'aller présentement. On a pas mal un alignement là, qui commence à être plus constant. On le sait, c'était plus difficile. On avait eu plusieurs blessés là, en début de saison. C'est sûr qu'il manque encore un Maxime Massenauer, mais Alexandre Carrier est revenu. Joël Caron aussi est revenu, avait manqué quelques matchs. Donc, Danick Paquette aussi avait manqué une partie de la saison à cause d'une blessure. Donc, là, vraiment, on commence à avoir notre vrai alignement. C'est sûr que Gary Clark est encore suspendu, mais on a vraiment l'alignement le plus constant. Puis je pense que ça commence à apparaître. Du côté de Thetford Mines, il manquait aussi quand même quelques joueurs là, dans ce match-là. Donc, c'était pas un alignement complet. Donc, on a gardé ça serré, mais Laval est vraiment parti avec la rencontre là, en fin de 2e période. Là, on a marqué 2 buts. Ça s'est poursuivi en 3e. Donc, en fait, on a marqué 3 buts je pense en 2e. Là, mais en tout cas, Thetford Mines venait 2-1. Puis en l'espace de 5 minutes, Laval a repris le contrôle du match. Puis c'était un peu fini après ça. Vraiment, Laval, c'est l'équipe à battre. On le voit, là, ça s'était resserré en haut du classement, mais là, ça commence à se respacer. Là, ils sont rendus avec 6 points d'avance au premier rang. Donc, je pense que du côté de Laval, la première position, dans le fond, c'est à eux
ils l'ont quasiment un petit peu gagné. On dirait que c'est comme plus à eux de la perdre. T'sais, si jamais ils finissent pas premiers, j'ai quasiment l'impression que parce qu'ils vont l'avoir un peu perdu, parce que rendus ce qu'ils sont à ce stade-ci de la saison, de la façon dont ils jouent, c'est un peu... On voit ça de l'autre côté positivement. On peut dire qu'ils ont tendance à s'échapper quand même 6 points devant un match en main sur la 8e place. Donc, c'est sûr ça, que si on continue sur notre bonne lancée, on peut conserver nos acquis. Donc, exact. Exact. Puis, à chaque année, on dirait aussi, puis je vais parler de ça, on dirait qu'il y a comme un trio qui se démarque. Il y a tout le temps des bons trios, mais on dirait qu'il y a comme un trio qui fait sa marque à chaque année. J'ai l'impression que il y a 2 ans, c'était Sorel Tracy, c'était Heinz, Bouvet-Morissette, Paquin Boudreau. On avait fini, je pense, les 3 dans le top 5 des marqueurs. C'était vraiment un trio qui ravageait tout sur leur passage. L'année dernière, on peut penser à la ligne là, à Saint-Georges, le VLT là, avec Verret, Tiffu, puis Lacroix. Verret qui avait fini premier pointeur de la Ligue. Mais là, cette saison, je pense que si on avait à identifier un trio qui est vraiment le trio là, de la Ligue en ce moment, c'est vraiment Joël Caron, Brendan Hamelin puis Jonathan Joannette, là, quand on regarde ça. Jonathan Comment Joannette, tu vas l'appeler, cette ligne-là? Là, si on regarde ça, CHJ, est-ce quelque chose à... Ouais. Ben, tu sais, Brendan, Jonathan puis Joël, ça fait comme BGG, comme Brazilian Jiu-Jitsu, je sais pas, une affaire. Brazilian Jiu-Jitsu, OK. Ouais. J'essaie de trouver un acronyme. Je ça loin. Ben, c'est la première chose qui m'est venue en tête. CHJ, je sais pas, là. Mais tu sais, les 3, on avait dit le trio de Sorel, les 3 qui avaient fini pas mal dans le top 5, ben là, les 3 sont dans le top 6. Joannette est 2e pointeur. 6 points derrière Maxime Saint-Cyr, Hamelin 4e, Caron 6e. Donc, vraiment, c'est le trio de l'heure là, en ce moment. Je pense que c'est assez clair. Donc, c'est à voir où est-ce qu'ils vont terminer la saison. Mais vraiment, on regarde, il y a un début, le premier but de Caron. Quand des joueurs ont une chimie, ça paraît. Là, Brendan Hamelin a passé à Joannette. Joannette a fait une passe du revers quasiment à l'aveuglette. Puis Joël Caron t'aiderait là pour compléter le jeu. Tu le vois. Les joueurs, ils n'ont pas besoin de regarder pour savoir un ou l'autre et où ça glace en ce moment. Puis je pense que ça paraît beaucoup. Donc, vraiment, je lève mon chapeau à ce trio-là. Puis sinon, mention peut-être numéro 15 de François Godin, le défenseur qui est un peu, on pourrait dire, un remplacement de Garrett Clark. Oui, qui fait très bien. A bien fait. Oui, c'est une belle police d'assurance que Laval ont réussi à se trouver. Donc, c'est sûr qu'avec la puissance à la défensive qu'ils ont, un joueur comme ça peut rentrer dans le line-up et garder son jeu simple. Puis je pense que François Godin le fait vraiment bien présentement. Fait que c'est dans une saison de hockey, surtout quand on arrive à la série, c'est très, très rare que les 6 même défenseurs vont jouer tous les matchs, là, surtout quand on espère se rendre loin, comme Laval espère se rendre loin cette saison. Là. Donc, avoir une police d'assurance comme ça, c'est quand même rassurant du côté de Laval. Puis, je voulais une petite mention au niveau de Thetford Mines. Il y avait quand même le nouveau venu, là, la grosse acquisition, Stéphane Fournier, qui a joué son premier match. Un but, dans le fond, sur l'avantage numérique, il n'a pas peur de se mettre le nez dans le trafic. Là, il était placé directement devant le gardien, puis le tir frappé de Kevin Veilleux lui a ricoché dessus, puis il a été crédité du but. Donc, son premier but dans la Ligue nord-américaine. Également un combat, donc vraiment un baptême de feu pour Stéphane Fournier. C'est pas quelque chose qu'il est habitué. Là. Il a pas froid aux yeux. Là. Ouais, il a vu neiger dans sa carrière. Là. Mais il n'en est pas à son premier rodéo, comme on dit. Oui, c'est ça. C'était drôle un peu aussi parce que, tu sais, je pensais à Chris Cloutier, tu sais, le chercher un peu, puis on l'a vu comme regarder vers son banc, quasiment vouloir dire comme genre, tu sais, je fais quoi, tu sais? Je fais quoi? Je vas-tu pas? En tout cas, fait que finalement, c'était un peu cocasse, mais quand même une bonne première impression pour Stéphane Fournier. C'est weird, par contre, parce que pour Thetford Mines, on n'aura pas la chance de le voir évoluer avant la semaine prochaine. Thetford Mines ne joue pas en fin de semaine. Il y a 4 matchs, puis l'Assurantia ne joue même pas. Fait que, on devra attendre à la semaine suivante là, pour avoir la chance de le voir
En fait, même pas. Non, ça, je te disais là, la semaine dernière que l'Assurancia jouait à la maison. On ne jouait pas avant un bon moment. Là, ouais, le 16. Le 16. Ouais, c'est la semaine prochaine. Le 16 février, excusez-moi. Fait que pas cette semaine, l'autre. Ouais, c'est ça. On va avoir la chance de le voir. Donc, voilà. Puis le dernier match, le match en rose, que dire des 3L? On a vraiment joué le match de l'année, si on veut, pour nos partisans, pour la bonne cause. Vraiment, si j'avais probablement la meilleure performance que j'ai vu les 3 jouer cette saison, on dirait que tout marchait en attaque. On profitait de nos chances. On complétait des beaux jeux de passe. C'était rodé. Puis en même temps, je veux dire, on venait quand même de sortir d'une performance de 8 buts la semaine dernière à Sorel-Tracy. Fait que c'était pas comme out of nowhere, là, pardonnez-moi l'anglicisme. C'était quand même... on connaît des bons moments en attaque en ce moment, puis ça s'est poursuivi vendredi dernier. Donc, vraiment, que dire là, pour une soirée aussi réussie, 2000 personnes et plus dans le centre Premier Tech. C'était beau à voir là, pour ceux qui ont eu la chance de voir les photos là, qui ont circulé. Là. Les lumières roses avec la foule, là, c'était quand même beau à voir. Donc, on va souhaiter là, que ça continue de bien aller là, à Rivière-du-Loup. Seulement un match cette semaine, le match sur la route à Saint-Georges, mais on va espérer que quand ils vont revenir à la maison la semaine suivante, la foule va encore être au rendez-vous parce qu'on connaît quand même une belle saison à Rivière-du-Loup, surtout si on compare aux dernières saisons où on avait de la misère à sortir un peu du fond de la cave, malheureusement. Là. Maintenant, là, on est à 28 points, 2. Techniquement, on est 5e au classement, mais je veux dire, il reste 10 matchs à la saison, puis on est à 2 points de la 2e place. Je pense qu'on est loin des 2-3 dernières saisons qu'on avait connues là, à Rivière-du-Loup. Je pense que cette saison, là, on est vraiment là, dans le peloton avec tout le monde. Donc, Alors, défense, par contre, les Marquis avaient des absents de taille quand même. Alexandre Carr, il y avait Overpass. Tu vois, il n'était pas de l'alignement dans cette défaite-là, des Marquis. Oui, mais belle observation, mais oui. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ouais. On dit les absents ont toujours tort. Donc, puis, exact. Tu sais, quand tu vois on voit un excellent match. Tu sais, quand j'imagine dans la chambre, quand tu vois l'alignement sortir de l'autre équipe, puis tu vois tous ces joueurs-là qui manquent, tu dis OK, comme c'est un match un peu qu'on ne peut pas échapper là, parce que combien de fois dans la saison on va avoir la chance de jouer contre une équipe où autant d'éléments vont. C'est un peu comme Sorel versus Saint-Georges. Tu joues contre Saint-Georges, combien de fois dans l'année tu joues contre une équipe qui manque 2 joueurs du premier trio, 2 des top défenseurs et tout. C'est un peu le genre de match que tu te dis, ouais, faut pas les échapper, ceux-là. Puis je pense qu'à Rivière-du-Loup, ils l'ont pas échappé. Yes. Ouais. Donc, on a parlé des 3 parties. Il manque une game. On a parlé de ça. Donc, les matchs là, qui s'en viennent, l'action reprend jeudi là, dans la LNH. Oui, donc jeudi, un match à Laval, un match attendu à Laval, la rentrée locale de Brett Galland. Donc, l'autre grosse acquisition. En fait, il y a eu plusieurs grosses acquisitions là, de joueurs autonomes là, dans le dernier mois, disons, avant l'abri à Jonquière, Galland à Laval, puis Fournier à Thetford Mines. Mais donc là, c'est la rentrée locale de Brett Galland. J'imagine que les fans de Laval vont être au rendez-vous. C'est un match contre Sorel en plus. Donc, ça risque d'être intéressant. Un bon match jeudi soir. Vendredi, seulement 2 matchs, exceptionnellement. C'est rare qu'il y en ait seulement 2. Donc, Laval à Jonquière, puis Rivière-du-Loup à Saint-Georges. Puis un match le samedi, un rare match le samedi soir à Sorel-Tracy. C'est rare qu'on voit ça. Mais les éperviers là, qui reçoivent la visite des Marquis. Donc, dans le fond, 4 matchs. Comme j'ai dit, des week-ends de 4 matchs. Je pense que c'est le dernier de la saison, à moins que je me trompe. Là, mais après ça, on rentre dans des 5-6 matchs jusqu'à la fin de la saison. Là, fait que ça risque d'être intéressant. Mais un week-end, quand même, on a 3 soirs avec du hockey en fin de semaine. Fait que c'est le fun aussi, ça, quand on a du hockey plus qu'un soir par fin de semaine. Il y a une question de Yann Gaudreau qui dit: c'est-tu encore M. Gauthier, le coach à Laval? Oui, Yann, c'est le même, celui qui est entraîneur avec tes bâtisseurs. Donc,
pour l'autre question aussi. Ouais, on peut dire aussi l'autre question. Mais quand une émission vous faites interviewer, ce serait le fun de vous connaître plus. Ouais, un jour, sait-on jamais. Un jour, ouais. Yes. Donc, est-ce que tu avais un petit quiz pour nous, mon Dave? Là? J'en ai un petit, mais pour ceux qui nous écoutent, il va falloir être rapide parce que c'est quasiment une question à choix de réponse. Donc, il va falloir être rapide sur la gâchette. Donc, ma question est, depuis son arrivée dans la Ligue nord-américaine, Benjamin Lagarde connaît du succès, marqué beaucoup de buts. Donc, contre quelle équipe Benjamin Lagarde a-t-il eu le plus de succès dans la Ligue nord-américaine depuis son arrivée avec 10 buts en 10 matchs contre cette équipe-là? Donc, il va falloir être rapide. Là. Il n'y a pas tant de choix de réponse. Okay. Moi, je dis Marquis de Jonquière. Marquis de Jonquière. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent mettre leur guess? Christopher dit les 3L. Yann dit les éperviers. On va attendre encore un petit peu, voir s'il y a d'autres guess. Alain Dubois qui dit Jonquière. Donc, pas mal des choix variés. Là. Ouais. Stéphane Bailey qui dit 3L. Je peux dire, la réponse est là. Donc, j'ai vu la réponse. Fait que la réponse, c'est quoi? Donc, la réponse, c'est les 3L de Rivière-du-Loup. Bon, les 3L. Donc, à suivre, il joue contre les 3L le vendredi. Donc, est-ce qu'il va réussir à garder sa moyenne de 1 but par match contre les 3L? J'aurais dû te voir venir, Dave. Donc, voilà. Donc, Benjamin Lagarde, ça va bien contre les 3L. Le 3 matchs de 2 buts cette saison contre les 3L. Donc, quand même, des bonnes statistiques. Yes. Y avait-tu une autre question? Ou... Non, c'était cette semaine. À choix de réponse. Je pensais qu'il y avait un choix de questions aussi, plusieurs. Non, c'est... Gardez ça simple cette semaine. Yes, sir. Donc, merci. Je vois Stéphane qui dit merci, messieurs, bon show. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis encore une fois cette semaine. Très intéressant. Merci à Benjamin Lagarde du Cool FM de Saint-Georges, qui était un bon invité. On en a appris un petit peu plus sur ce fin marqueur, donc qui est quand même un joueur là, seulement à sa 2e saison dans la Ligue. Et puis, ça, on avait quelques nouvelles cette semaine. Je pense que d'ici la fin de l'année, là, on va avoir plusieurs choses à suivre également. On pourrait peut-être justement se faire un petit pool ou quelque chose là, par rapport aux meilleurs buteurs. Je ne sais pas si les gens ont peut-être des idées ou des commentaires, là, des choses qu'on pourrait faire dans les prochaines semaines là, pour se mettre un petit enjeu, une petite demande spéciale. On prend les demandes spéciales. Donc, vous pouvez écrire votre commentaire. Vous pouvez écrire dans les commentaires et puis on va pouvoir aller regarder là, par la suite là, pour voir vos réponses et préparer ça par la suite. Là, je vois déjà un pool des séries, ça pourrait être quelque chose. On pourrait faire ça mettons, d'ici la fin de la saison, peut-être sur la prochaine, mettons, la prochaine annonce de l'émission, là, faire le pool un peu en même temps, faire participer le monde, puis voir qui. Puis après ça, pour les séries aussi, ça peut être le fun. Yann Gaudreau qui veut savoir les plus de mises en échec que le plus. Je pense que ce n'est pas une statistique qui est comptabilisée malheureusement dans la Ligue, donc ça va être un petit peu dur. Ouais. Ça pourrait être pas pire ça avec les brackets, comme Christopher dit, là, faire le pool, peut-être faire un petit comme le March Madness là, pour les playoffs de la Ligue nord-américaine, ça peut être pas pire. On pourrait mettre des prix là-dedans, quelque chose comme ça, faire un moitié-moitié ou. Puis vite là, pour répondre à la question de Stéphane Bailey, là, vite en terminant, pour les joueurs universitaires, comment ça fonctionne? Dans le fond, les équipes ont jusqu'à la fin de la saison pour les signer, donc il faut avoir joué seulement un match en saison régulière pour être admissible aux séries pour les joueurs universitaires. Donc, ça se peut. On avait vu les 3L l'année dernière, là, Étienne Montpetit, Olivier Desjardins. Je
pense qu'il m'en manquait un. Il y en avait un autre aussi. Là, le nom m'échappe, mais on avait signé quelques-uns. Donc, toujours, tout le reste est terminé, là, mais il reste une dernière petite lueur d'espoir pour les fans qui espèrent peut-être que leur équipe améliore là, les alignements d'ici les séries. Là. Il y a les joueurs universitaires là, qui peuvent... Puis les séries commencent... parce que j'ai tout le temps là, la série finale universitaire, là, ça finit pas mal tout le temps en même temps là, que la saison, là, mais les séries commencent une semaine plus tard cette année dans la Ligue américaine, donc peut-être ça va peut-être aider à ça. Peut-être qu'il y a une équipe universitaire supplémentaire qui va être éliminée avant les séries de la Ligue américaine, peut-être que des joueurs vont se laisser tenter. À suivre, mais oui, ça prend seulement un match en saison régulière pour être admissible. Donc, merci pour l'éclaircissement. Yes. Good. Donc, je pense que j'avais fait pas mal les remerciements. Merci encore à tout le monde. Merci Dave. Merci Benjamin Lagarde. Donc, écrivez vos commentaires là, si vous avez des demandes spéciales, des choses, des sujets qu'on pourrait peut-être parler. Je vois peut-être une ligne ouverte, là, prendre quelques noms, jaser un petit peu avec quelques fans. Je pense qu'on l'avait déjà fait dans le passé, mais il n'y avait pas un grand monde là, qui s'était porté volontaire au jaser avec nous autres. Ouais, le monde s'est peut-être dégêné depuis. Là, on peut peut-être le réessayer. Yes. Donc, merci tout le monde et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.